Le cercle RH pour parler du marché du travail et les jeunes. Alors, à la fois les étudiants et puis ceux qui sont déjà engagés sur le marché du travail. Quel est leur ressenti, la manière dont ils pensent leur travail, la relation aussi avec leur manager, le sens, leur envie de s'engager. Ça, c'est un grand sujet. L'engagement, d'ailleurs, est transversal et pas uniquement aux jeunes. On en parle avec des experts de ce sujet. Dominique Largot, ravi de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes déjà venu. Absolument. Délégué régional APEC Île-de-France, avec une étude justement autour de cette relation des jeunes et du travail. On en parlera avec vous, c'est une étude APEC. À vos côtés, Alexandre Navarro, vous êtes directeur associé chez Robert Walters. Vous aussi, vous avez sous le bras une étude qui s'emboîte bien d'ailleurs avec celle de l'APEC sur, j'allais dire, la grande désillusion des jeunes face au travail. Il y a le sens, il y a le salaire et il y a l'intérêt des RH et des managers pour ces jeunes en particulier. Et avec nous, nous avons Arnaud Muret. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. Tout à fait. Avec le directeur général de l'OPCO EP, oui. Avec une étude réalisée avec le CEREC sur l'intégration des jeunes et des alternants, parce que vos enjeux dans les OPCO, c'est les alternants. Combien d'alternants formés au sein de votre OPCO ? Alors en 2023, pas loin de 190 000. 190 000. Avec des études quali, puisqu'on va revenir sur les études de l'APEC et de Robert Walters, mais avec du quali sur la relation de ces jeunes alternants à leur entreprise, parce qu'on sait que certains s'en vont, ils vont pas au bout de l'histoire parfois. Tout à fait. Et aujourd'hui, ce qu'on regarde avec beaucoup d'attention, c'est finalement ce passage de l'alternance à un contrat complètement pérenne, puisque les alternants ont un contrat de travail. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment, dans la durée, finalement, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils bougent vers d'autres métiers. Et notre étude montre qu'en réalité, ils restent. Ils restent. Et c'est ça l'excellent. En majorité. C'est plus que la majorité. Plus que la majorité. Oui. Côté APEC, et côté Robert Walters, c'est intéressant parce qu'à l'APEC, votre titre, c'est 7 étudiants sur 10 jugent le monde du travail à la fois injuste et stimulant. Et chez Robert Walters, on en a 42% de ces jeunes interrogés, jeunes professionnels, on ne parle pas d'étudiants, qui se sentent désengagés au travail. Les deux s'emboîtent bien, non, Dominique ? C'est assez intéressant de voir que les jeunes ont à la fois un peu peur de rentrer sur le marché du travail et en même temps ils voient quand même des enjeux et des intérêts non négligeables. Et c'est vrai que c'est peut-être un premier élément de réflexion pour les RH, c'est comment on explique l'entreprise de l'intérieur, comment on démystifie la vision que peuvent avoir les jeunes de l'entreprise, parce que le côté angoissant, injuste, ça se travaille. Et c'est peut-être le premier enjeu pour avoir des talents qui restent, qui s'installent dans l'entreprise. 42% se sentent désengagés selon votre étude. 35% estiment que le premier facteur influençant leur engagement est l'intérêt. Donc on en revient au sens, qui est un grand débat qui nous traverse tous, et en particulier les jeunes. Qu'est-ce qui se passe chez les jeunes ? Ils sont plus exigeants que nous, finalement ? Ils ont plus d'exigences ? Alors non, tout simplement. Alors déjà, normalement, le salaire a toujours été le premier levier. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Cette fois-ci, la quête de sens arrive, pour une fois, en première position dans les raisons de ce désengagement. Non, ce qu'ils veulent, tout simplement, c'est comprendre pourquoi ils font les tâches et quel est l'impact qu'ils vont avoir au quotidien dans leur travail sur les résultats de l'entreprise, quel est l'impact qu'ils vont avoir sur les performances. Et aujourd'hui, ils ont plutôt l'impression d'être assez court-termistes, finalement, dans les objectifs qui leur sont donnés, dans les tâches qui leur sont données. Il y a un point commun dans vos études. Alors, dans votre étude, c'est quand même le salaire qui reste en tête, je crois, à 26%. C'est ce qui nous différencie. Ça vous différencie. Ils sont très proches, le sens et le salaire, mais chez vous, c'est le salaire. Oui. C'est-à-dire, globalement, on embauche un jeune. Peut-être que les profs leur ont fait croire dans leurs écoles successives qu'ils allaient démarrer à 75 000 euros par an. Et puis, tout d'un coup, ils déchantent, les salaires sont plus bas. On leur demande beaucoup, la charge de travail est plus importante. C'est ça aussi la difficulté. Oui, c'est la difficulté, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est la méconnaissance en fait de ce qui les attend dans le marché du travail. Et ça, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire pour que et à la fois à l'université et à la fois côté entreprise. L'entreprise rentre dans l'école. Oui, ou accueille des jeunes. On peut très bien imaginer des immersions avant de commencer un emploi. Des profs même, ça serait pas mal. Les profs aussi, pourquoi pas. Alors, mais ça relève pas de la responsabilité de l'APEC. Alors que les immersions, oui. Vous pouvez le faire. On peut tout à fait le faire et ça me paraît être assez sain, en fait, d'ouvrir les portes des entreprises pour que, justement, on démystifie un peu cette vision. Mais vous le faites, vous, Arnaud Muret, à travers l'alternance, puisqu'en fait, c'est un sas avant l'entrée définitive dans l'entreprise. Oui, complètement. Et c'est un sas qui s'est franchement ouvert depuis maintenant 4-5 ans, puisque
on a coutume de dire qu'il y a quasiment 1 million de jeunes qui passent par les voies de l'apprentissage. Moi, si je me positionne par rapport à l'OPCO-EP, où c'est un peu moins de 200 000 par rapport à ce million, ce qu'on observe en fait, c'est que ces jeunes apprennent l'entreprise à travers l'alternance. Par rapport à votre question du départ, ce qu'on observe aussi, eh bien, c'est 80% d'entre eux prolongent dans les faits, donc sur des métiers comme préparateur en pharmacie, coiffure, c'est plus de 80%. Et ce que l'étude montre aussi avec le CEREC, c'est que ce sont des emplois qui sont non contents d'être pérennes, les gens ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on peut constater sur un certain nombre d'autres types de formations, exactement ce que vous disiez, madame, c'est que ceux qui arrivent par la formation initiale vers nos métiers, au bout de quelques temps, ils rebougent comme s'ils ne trouvaient pas leur place. Tandis que ceux qui sont passés par la voie de l'alternance, eh bien, se projettent bien dans l'entreprise, en acceptent les codes. Parce que bien intégré avec ce SAS, avec ces années de préparation qui les lancent dans l'entreprise. Ils en connaissent les codes, la politique même d'ailleurs. Exactement, la pénibilité parfois du métier. Et donc tout ça est accepté, intégré au cours de leur cycle de formation. Un mot sur vos études, parce que là, elles corroborent, elles se rejoignent, c'est l'absence réelle, au-delà des mots, de l'entreprise à l'égard de ces jeunes. Alors, je ne veux pas les communautariser, mais l'air de rien, ces jeunes, ils sont là, ils représentent une tranche d'âge, une manière de vivre, de travailler. Et dans vos 2 études, c'est que globalement, les entreprises, je vous cite, sont trop peu attentives, et c'est la même chose chez vous. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est aussi un phénomène qui dépend de l'activité économique et géopolitique. On a connu 2 très belles années post-Covid pendant lesquelles les entreprises ont rivalisé d'ingéniosité pour attirer des talents, retenir des talents, valoriser les talents. Il s'avère que depuis le début de l'année 2024, l'activité s'est quand même tendue. Et pour ces raisons, la société et les sociétés se sont, on va dire, plus refocalisées sur leurs résultats, sur leurs performances, mettant ainsi un peu plus de côté la valorisation des collaborateurs qu'ils avaient pu faire sur 2021 et 2022. Et forcément, cette tension, cette crainte est ressentie par les jeunes. Mais finalement, même pas que par les jeunes, on peut aussi... on l'a traité sur d'autres catégories d'âge. Exactement, là on en parle pour les jeunes, mais je pense que toutes les catégories de la société sont concernées. Et qu'aujourd'hui, justement, cette perte de sens vient du fait qu'ils se sentent un petit peu moins valorisés, un peu plus dans la crainte de l'avenir, et ils ressentent un peu les tensions et les pressions qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Même chose chez vous, quand même, cette idée que les services RH ne vont pas assez loin, j'allais dire, dans les offres. Alors, côté Robert Walters, il y a quand même toujours l'idée de la rémunération. Si on l'augmente, ils ont plus le sourire. La promotion et l'évolution, parce que c'est aussi donner des perspectives aux jeunes. Absolument. Ça ressort dans votre étude. Oui. Globalement, on les cantonne un peu à leur statut de jeune, quoi. Fais tes classes et on verra après. Non, mais c'est un peu vieille école ce que je dis, mais c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Et c'est justement ce qui fait la différence avec l'alternance et avec les jeunes qui sont rentrés par le biais de l'alternance. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise, qu'ils ne connaissent pas le cadre légal de ce qu'ils peuvent faire, pas faire, et qui n'ont pas de personnes repères, de personnes référentes dans l'entreprise. Typiquement, tout ce qu'il y a, en fait, quand on est en apprentissage, on a un maître d'apprentissage, on a du coup signé un premier contrat de travail. Enfin, il y a des choses qui sont accompagnées dans le cadre de l'apprentissage qui ne le sont pas du tout dans le cadre d'un contrat classique. Et en fait, c'est aussi ce que reprochent les jeunes en entreprise. Je précise qu'on parle de la santé mentale, mais on parle beaucoup des enjeux de santé mentale chez les jeunes, et ils réclament, alors c'est le 3e item dans votre étude, mais des dispositifs de bien-être. Le mot est un peu impropre, mais globalement, c'est quoi? Comment vous le voyez? Parce que vous les avez examinés, ces jeunes qui restent dans l'entreprise, s'engagent dans la boîte, font durer leur emploi. Qu'est-ce qu'ils réclament, ces jeunes qui ont vécu l'alternance et qui s'engagent? Ce qu'ils réclament beaucoup, finalement, c'est une forme de reconnaissance. Ils l'ont dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a encore eu une manifestation très importante à Lyon il y a quelques semaines, qui était le World Skill, qui était une reconnaissance au niveau mondial des meilleurs dans ces disciplines-là. C'était remarquable, ça donne une fierté. Et en fait, ça rejoint la discussion finalement. Quelle est ma place dans la société? Comment l'entreprise, quelle image me renvoie-t-elle? Est-ce que je suis quelque part... C'est vrai pour les métiers manuels en particulier. Exactement. Ah oui. Est-ce que je monte dans le train avec tout le monde, mais est-ce que je suis sur le strapontin, ou est-ce que j'ai complètement ma place? Et en fait, il y a une question qui est derrière, c'est qu'à travers la période finalement d'alternance, il y a toute une codification du savoir-être aussi qui se met en place. Et ce savoir-être, l'entreprise qui accueille un jeune, des fois, elle n'est pas toujours préparée à ce choc générationnel où finalement... Donc ça donne le temps aussi à chacun de s'apprivoiser. Je pense qu'il y a une forme... Exactement, c'est le bon terme. Il y a un besoin de se connaître. Et toutes les sociétés n'ont pas tous les jours des wagons de jeunes à accueillir. Et donc,
l'arrivée d'un nouveau collaborateur, ça crée toujours quelque chose. Donc c'est de part et d'autre Et avec pour apprendre à se connaître. avec des rituels, avec des manières d'utiliser le numérique, Exactement. de regarder son téléphone qui parfois peuvent agacer, mais il faut évidemment s'habituer. Très juste. Non mais c'est vrai. Non, mais complètement. Je me tourne vers vous parce que côté APEC, il y a les cadres, l'accompagnement des cadres leur permettre de s'épanouir, de rebondir. Mais il y a aussi ceux qui créent leur boîte chez les jeunes. Et on voit que de plus en plus de jeunes veulent créer leur boîte tout de suite. Est-ce que c'est pas un peu le contrepoint de ce qu'on se raconte? Ils ont un peu peur de l'entreprise. Et ils créent leur espace de liberté en créant leur boîte. En tout cas, ce qu'ils recherchent, c'est une forme d'agilité et de souplesse dans l'organisation de leur vie. Liberté, quoi. Alors, liberté, pas forcément, parce que quand on est créateur d'entreprise, on n'est pas forcément très libre non plus. Mais en tout cas, de la souplesse, ça c'est sûr, dans l'organisation de leur vie. Et c'est un des éléments qui ressort de notre exposition immersive et notre analyse du marché du travail, c'est ce travail de plus en plus hybride entre des travailleurs indépendants, un temps salarié, on change, ou les deux à la fois. Les deux à la fois, absolument. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup les entreprises parce que c'est assez nouveau comme phénomène. C'est un choc. Et ça interroge beaucoup le management aussi, les pratiques managériales en général, puisqu'on a eu un échange tout à l'heure sur les petites entreprises qui n'ont pas forcément un manager, mais c'est les pratiques en général, les pratiques managériales. Et c'est vrai que c'est pas simple pour l'entreprise, quelle que soit sa taille, de comprendre ces transformations et de l'intégrer dans son mode de fonctionnement, parce que forcément c'est plus compliqué aussi. Je donne la parole à Arnaud Muret, mais parce qu'il y a aussi, j'imagine, chez ces jeunes qui font de l'alternance, qui se forment techniquement, qui vont créer leur entreprise, leur magasin, leur boutique. Comment vous regardez ce sujet qui est un peu sociologique? C'est-à-dire, on a moins envie d'aller dans l'entreprise et on a quand même de plus en plus envie de créer sa boîte. En fait, ce que je regardais surtout, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, ça. aujourd'hui, dans ce qu'on regarde, c'est pas uniquement un bien-être au travail, c'est pas forcément quelque chose de festif qu'on va rechercher, mais surtout un équilibre vie pro, vie perso. Et je rejoins et je rebondis sur la reconnaissance. La reconnaissance ne passe pas forcément que par la mise en place d'outils festifs dans une société. C'est le laisser avoir de l'espace. Exactement, c'est le laisser avoir de l'espace, de l'autonomie et en effet de la responsabilisation. Arnaud Muret, là l'étude est passionnante parce que ils créent leur boîte ou ils restent dans l'entreprise comme salariés en contrat de travail. Alors, sur le champ que je couvre, c'est un petit peu particulier, c'est le champ de l'artisanat. Oui. Et l'artisanat, dans beaucoup, vous créent commencez d'abord par l'alternance, vous démarrez comme employé, mais en réalité, le chef d'entreprise ne perçoit pas le jeune seulement comme un employé, il se dit que c'est peut-être lui qui demain va reprendre sa structure. Donc, il y a de la part du chef d'entreprise une vraie bienveillance. Parce que lui-même est passé par le même parcours. Il sait que parmi eux, certains vont soit reprendre sa boîte, soit ils crieront à côté leur propre société. On le voit même de plus en plus, c'était dans l'échange informel qu'on avait, c'est que des gens qui avaient historiquement, qui avaient fait des bons bacs, qui avaient fait des filières, quasiment des bonnes licences, qui d'un coup viennent vers les métiers de l'artisanat, ça nous surprend à chaque fois, mais quand on discute avec eux, ce qu'ils voient, c'est qu'ils acquièrent des savoir-faire et que demain, ils seront certainement un chef d'entreprise. Donc, ils feront un brevet professionnel. Et bien rémunéré. Il faut le dire. Dans une région, et il y a le côté où je peux exercer mon métier dans la région où je souhaite. C'est exact. C'est-à-dire, je suis breton, je peux peut-être aller m'installer en Bretagne. Pas me concentrer sur les grandes agglomérations, les métropoles. Exactement. Et donc ça, c'est un enjeu de liberté aussi, de cadre de vie. Exactement. Et ça revient à l'échange qu'on avait sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Côté APEC, on a entendu immersion des jeunes étudiants. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces jeunes chez Robert Walters? Parce que vous parlez surtout aux entreprises plus qu'aux jeunes. Alors, vous leur dites aux entreprises que vous rencontrez qui cherchent la perle rare? Justement, l'exemple est bon, c'est que là, on forme des alternants avec une vraie projection sur l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas dans l'immédiateté, on les forme en disant tu seras peut-être le futur patron, tu seras peut-être celui qui va reprendre cette société. Et aujourd'hui, les jeunes, c'est ça qu'ils attendent. Et les entreprises, c'est ça qu'on leur invite à faire, en fait. Donner de la perspective avec des étapes, des steps, différents lieux de passage et compétences à acquérir pour pouvoir obtenir l'évolution qu'ils souhaitent, mais donner de la visibilité. Ça, c'est le plus important. Merci à vous trois. Merci à vous, Dominique Largot, avec cette étude qu'on peut retrouver sur le site de l'APEC autour APEC de ces jeunes. APEC Corporate. Merci à vous, Alexandre Navarro, avec votre étude. Vous ne l'aviez pas sous le bras, vous, en l'occurrence, mais vous l'avez en tout cas sur le site de Robert Walters. C'est important. Vous êtes directeur associé. Et puis, je remercie Arnaud Muret de cette étude qu'on peut la retrouver chez vous et sur le site du CEREC.
Oui, et de l'OPCO-EP. Et de l'OPCO-EP, très détaillé sur l'évolution de ces alternants et la manière dont ils prolongent leur formation par un emploi, on l'a entendu, pérenne. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir Merci à vous. de partager ce moment. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle là aussi d'emploi, de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs et les métiers, notamment de l'aide à la personne. On en parle avec un expert de ce sujet.